la société. Tenter d'approcher par la clinique et la psychodynamique du travail les rapports entre travail et souffrance chez les enseignants est difficile en raison de la grande diversité des situations concrètes. De surcroît, je n'ai pas procédé personnellement à des enquêtes auprès des enseignants au Portugal, et je ne pourrais donc parler qu'à partir d'enquêtes que nous avons réalisées en France. Avant d'entrer dans la présentation de ces analyses cliniques, je ferai quelques remarques générales sur les rapports entre santé mentale et travail. En effet, non, c'est parce que ça résonne un peu, ça fait rien, ça résonne comme ça. Non, c'est bon. Je parle juste de la sonorité, de la sonorisation. Ça fait du bruit, non? Pardon? Non, ils ont là. Oui, je sais, mais ça fait un peu de... La sono vibre. Ça va? C'est bon? Ça sonne un peu. Là, je t'ouvre. Está bem. Ça va? Ok. Tu é que não tinhas passado, não passaste. Donc, avant d'entrer dans la présentation des analyses cliniques, je ferai quelques remarques générales sur les rapports entre santé mentale et travail. En effet, il est important de revenir sur une distinction qui a été établie il y a presque 40 ans entre conditions et organisation du travail. Conditions de travail, organisation du travail. Alors, les conditions de travail d'abord. Elles désignent la qualité ou la détérioration des conditions physiques de travail, le bruit, les vibrations, les rayonnements ionisants, la température, la saturation de vapeur d'eau, etc. Donc ça, c'est les conditions physiques. Ensuite, les conditions chimiques de travail qui sont marquées par la pollution, par des vapeurs, des poussières qui pénètrent par les poumons ou des solvants qui pénètrent par la peau. Et enfin, les conditions biologiques de travail, la pollution des atmosphères de travail par des bactéries, des virus, des champignons, des prions, etc. Donc, les conditions de travail ont pour impact principal le corps, qui peut être victime de maladies professionnelles ou d'accidents du travail. Le champ des conditions de travail ressortit à la médecine du travail, l'hygiène industrielle, la sécurité et la prévention, et aussi l'ergonomie. Donc ça, c'est les conditions de travail. Maintenant, l'organisation du travail, qui est décidée par la direction et par les cadres, définit deux choses. Un, la division technique du travail, c'est-à-dire la répartition des tâches entre des opérateurs, ouvriers, techniciens, ingénieurs, ou entre les employés, les secrétaires, les comptables, les cadres, etc. D'une part. Et d'autre part, la définition du contenu des tâches, des objectifs à atteindre et du mode opératoire, c'est-à-dire du chemin à parcourir pour atteindre ces objectifs d'autre part. Donc ça, c'est la division technique. Maintenant, la division sociale du travail, c'est-à-dire les techniques de contrôle, de surveillance, de hiérarchie, de commandement, de discipline, de sanctions et de gratification, etc. Alors, l'organisation du travail a pour impact principal non pas le corps, mais d'abord la santé mentale. C'est d'elle que dépendent la souffrance ou le plaisir au travail, les pathologies mentales comme les dépressions, les pathologies de surcharge, les pathologies du harcèlement, les conduites violentes, j'ajoute le burn-out, puisqu'il en est beaucoup question. Pour les enseignants, l'organisation du travail se caractérise d'abord par des objectifs fixés par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche. Et ces objectifs sont, depuis le XIXe siècle déjà,
de deux ordres principalement, l'instruction publique et l'éducation nationale. Ces deux objectifs sont très différents. L'instruction publique vise essentiellement la transmission des connaissances et des savoirs aux enfants et aux adolescents à l'école, voire au-delà, aux étudiants et aux chercheurs à l'université. L'instruction, donc, renvoie aux connaissances scientifiques, techniques et culturelles, à l'enseignement et à ses méthodes, dont la pédagogie que vous connaissez bien. Ça, c'est l'instruction. Mais l'éducation nationale vise tout autre chose. Elle concerne maintenant la transmission aux enfants et aux adolescents des règles sociales du comportement en société. Respect de la hiérarchie, de l'autorité et des autres élèves, obéissance aux prescriptions des maîtres, politesse, savoir-vivre, entraide, coopération, discipline. L'objectif d'éducation ne renvoie pas tellement à l'enseignement des connaissances. Il désigne plutôt la formation des enfants à l'apprentissage des règles sociales. Comment comprendre ces règles? Comment se les approprier? Comment les honorer? Comment les critiquer, voire les contester parfois aussi, dans des pratiques quotidiennes orientées vers la concorde au sein de l'institution scolaire. Entre ce qui ressortit à l'enseignement et ce qui ressortit à l'éducation, les prescriptions de l'organisation du travail ne sont pas du tout du même ordre. En ce qui concerne l'enseignement, les prescriptions peuvent être précises. Elles font l'objet de multiples méthodes d'évaluation, de contrôle, d'inspection, avec parfois même des tendances autoritaires, voire tatillonnes. En revanche, en matière d'éducation, les prescriptions sont floues, incertaines, changeantes, et sont parfois bouleversées par des événements imprévus, des modes, des affaires publiques, qui pèsent lourdement sur les enseignants et ne les aident pas, voire deviennent des sources de perturbation ou de souffrance, comme on va le voir plus précisément. Donc, le rapport tâche-activité, je pense que c'est tarefa et actividad, c'est convenable, dans le milieu enseignant. Le travail de l'enseignement implique d'abord la mobilisation de l'intelligence de chaque enseignant individuellement. Le décrire dans son intégralité n'est pas impossible, mais c'est très difficile tant la tâche des enseignants est complexe. La tâche, en effet, c'est l'objectif à atteindre. C'est par exemple enseigner l'histoire grecque ou romaine aux élèves d'une classe qui ont entre 10 et 12 ans. Mais c'est aussi le mode opératoire prescrit, à savoir un programme dûment défini par le ministère, matérialisé par un livre scolaire ou par un logiciel informatique. Mais aucun enseignant ne suit à la lettre l'organisation du travail prescrite par les textes officiels. Les ergonomes, en effet, ont montré depuis une cinquantaine d'années que, quelle que soit la précision des prescriptions, dans toutes les situations de travail, quelles qu'elles soient, aucun travailleur ne les respecte dans leur intégralité. Pas même dans le travail répétitif sous contrainte de temps, comme sur une chaîne de montage automobile, par exemple, où les ouvriers trichent avec les consignes des ingénieurs des méthodes. S'ils respectaient scrupuleusement les modes opératoires prescrits, en effet, la chaîne tomberait immédiatement en panne. Lorsqu'ils sont parfaitement obéissants, c'est-à-dire lorsqu'ils s'en tiennent à exécuter les ordres, ça s'appelle la grève du zèle. Et la chaîne, à ce moment-là, s'arrête. C'est exactement la même chose dans les technologies complexes comme les centrales nucléaires. Les ouvriers et les techniciens du nucléaire trichent avec les consignes malgré les obligations réglementaires
pourtant très contrôlé. Il triche. Non par désir de transgresser, il triche pour bien faire. Il en va de même pour l'institutrice. Elle a un programme pour chaque journée. Mais il y a un problème? T'as mon problème? Ça, pardon, ça sautait. Ça sautait. Saltava. Bon, alors, désolé. Il ne suit pas les instructions. L'institutrice, elle a un programme pour chaque journée. Mais alors qu'elle apprend aux enfants les rudiments du coloriage, par exemple, elle sent que les enfants, ce matin-là, s'énervent, s'excitent, il fait très chaud, ils n'écoutent plus ce qu'elle leur dit. Alors elle interrompt l'exercice et elle dit soudain, les enfants, on ferme les cahiers et maintenant on chante. Elle change d'activité, ce n'était nullement prévu, mais c'est une ruse pour rattraper tous les enfants, éviter que le désordre s'installe et que bientôt ils se disputent entre eux et se donnent des coups de crayon et se mettent à hurler et à s'agiter dans tous les sens. Cette ruse de l'intelligence, personne ne la lui a apprise ni prescrite. Elle l'a trouvée par elle-même. Comment ? Quelle est la forme d'intelligence qu'il faut mobiliser pour inventer cette ficelle de métier? Ce serait très long de la décrire, mais ce serait possible. Je m'en tiendrai donc juste à un point, je m'en tiendrai à dire que l'intelligence en cause est d'abord une intelligence du corps. L'institutrice doit acquérir cette habileté très singulière qui consiste à sentir, à palper avec son corps l'état d'excitation de la classe en tant que totalité. Cet état d'excitation des enfants ne se mesure pas, il ne s'observe pas, il s'éprouve affectivement avec son corps, sans y prêter même attention. L'institutrice est auprès, par exemple, d'un enfant qu'elle s'efforce d'aider en particulier. Donc elle s'occupe de lui. Mais en même temps, sans y penser consciemment, elle palpe l'atmosphère générale de la classe. Elle éprouve le niveau sonore, la respiration des enfants, les bruits de leur corps, le bruit des crayons et du papier, le bruit des objets qui tombent sur le sol. Et c'est sans pouvoir même en restituer l'analyse fine que pourtant elle s'interrompt soudain, cesse d'aider l'enfant avec lequel elle travaille et déclare « on ferme les cahiers, on chante ». Cette intelligence du corps est la même que celle du conférencier ou du professeur à l'université face à un amphithéâtre de 500 étudiants. Il a sauté. Ah, sauté. Non. Non. Non, c'est après. Cette intelligence du corps. Encore après. Il faut avancer. Mais um para trás. É isso. C'est ça. Voilà, cette intelligence du corps est la même que celle du conférencier ou du professeur à l'université face à un amphithéâtre avec 500 étudiants. Le bon enseignant, c'est celui qui sait palper l'attention des étudiants, celui dont l'intelligence est tendue constamment dans l'effort pour être en avance sur l'incident. En l'occurrence, pour sentir le plus précocement possible que les étudiants ne suivent plus ce qu'il dit. Est-ce parce que c'est trop compliqué? Est-ce mal expliqué? Est-ce ennuyeux? Eh bien, ces questions n'ont aucune importance. Le bon prof s'en moque.
Ce qui compte, c'est d'éviter à tout prix que ne se produise un chahut. Sinon, ce sera l'année universitaire entière qui sera un enfer. Alors, il abandonne le plan de son cours, il improvise, il raconte une anecdote illustrative et il rattrape l'auditoire. Mais comment fait-on pour palper l'écoute de 500 personnes avec son corps? Personne ne nous l'a enseigné. Il faudra à chaque enseignant le découvrir par soi-même, c'est-à-dire inventer, produire une nouvelle habileté que l'on ne possédait pas avant d'avoir travaillé. Et pour y parvenir, il va falloir passer souvent par un ou plusieurs échecs, par beaucoup d'angoisse, de tensions intérieures, d'insomnie, de mauvaise humeur, de découragement, et toujours recommencer pour enfin parvenir à surmonter la difficulté. En d'autres termes, il est facile de prescrire un programme d'enseignement à un professeur, mais il est beaucoup plus difficile pour ce dernier de réussir à franchir les obstacles qui surviendront inévitablement en chemin. Ce n'est évidemment qu'un exemple. Il y a des centaines d'autres habiletés de cet ordre qu'il faut acquérir pour devenir un bon enseignant. Et on découvre de nouvelles ficelles de métier, de nouvelles astuces pendant des années, tout au long d'une carrière d'enseignant. Mais à quel prix? Combien d'angoisse, combien d'insomnie, combien de déceptions, d'échecs, d'amertume, de découragement, de sentiments d'impuissance. Ceci ne constitue qu'un aperçu sur l'intelligence et le prix qu'il faut payer individuellement pour devenir habile dans ce métier de passeur de la connaissance à des enfants. Toutefois, l'intelligence requise dans le métier d'enseignant ne relève pas que du génie propre à chaque personnalité. Donc je vais parler de l'intelligence au pluriel. Voilà, l'intelligence au pluriel dans le métier d'enseignant. En effet, enseigner et éduquer n'est pas un travail solipsiste. L'enseignant travaille pour les autres. Il travaille d'abord pour ses élèves. Il travaille aussi pour ses collègues. Il travaille pour son école. Il travaille pour ses supérieurs hiérarchiques. Il travaille pour une institution et au-delà, il travaille pour toute la société. En d'autres termes, le professeur est engagé dans tout un système de relations. Or, ces relations relèvent chacune d'un travail spécifique qui nécessite aussi l'acquisition d'habiletés spécifiques. On peut montrer que ces relations impliquent la capacité d'accorder les intelligences, de mettre les intelligences, accorder les intelligences entre elles. Or, l'organisation du travail ne sait prescrire que la division des tâches. Par exemple, elle prescrit au professeur de faire son cours, d'organiser l'évaluation ou le contrôle des connaissances de ses élèves, de les noter, d'aider les élèves les plus en difficulté, etc. Et l'organisation du travail prescrit aussi aux élèves d'écouter, de prendre des notes, de préparer les devoirs à la maison, de remettre des copies en temps et en heure, d'apprendre les leçons, etc. Cela s'appelle la coordination, c'est-à-dire les ordres. Coordination, il y a ordo, ordine. La coordination, c'est-à-dire les ordres ou prescriptions. Mais au niveau collectif, la difficulté précédente se retrouve. Si les professeurs et les élèves s'en tenaient à l'exécution stricte des ordres, l'école tomberait en panne. Même dans l'armée, où pourtant la discipline et l'obéissance sont à leur maximum, si les hommes s'en tiennent à exécuter strictement les ordres,
c'est une armée vaincue. Dans l'armée, on laisse entendre qu'il faut savoir interpréter les ordres. Soit. Chacun triche pour essayer de faire bien. Mais si chacun triche avec les trouvailles de son intelligence personnelle, si chacun triche de son côté, cela va probablement conduire à des catastrophes. Pour éviter le risque d'éclatement de l'action sous l'effet divergent des tricheries individuelles, il faut parvenir à une interprétation collective des ordres. C'est-à-dire à une interprétation partagée pour tricher ensemble de façon cohérente. C'est ce qu'on appelle la coopération. Vous aviez tâche, activité, tarefa, actividad, coordination et coopération. La question de l'intelligence collective, c'est celle des formes d'intelligence qu'il faut mobiliser pour construire, à partir de la coordination, une autre organisation qu'on appelle coopération. C'est une question passionnante que je ne peux pas restituer ici, donc c'est très long. Je m'en tiendrai à dire qu'il existe 3 dimensions dans la coopération. La coopération horizontale entre collègues d'une même équipe ou d'une même école. La coopération verticale avec les chefs, avec les proviseurs, les directeurs, et puis la coopération transverse avec les clients quand on est dans le commerce, avec les patients quand on est médecin, avec les justiciables quand on est magistrat et avec les élèves quand on est enseignant. Donc je vais dire quelques mots sur cette coopération transverse dans l'enseignement. Dans les activités de service en particulier, et l'enseignement est une activité de service, la qualité ne dépend pas que de l'habileté du professeur, que l'habileté du prestataire. Elle dépend pour une bonne part du travail qui est fourni par le bénéficiaire. Par exemple, si je suis diabétologue, la qualité du soin, ça c'est pour M. Sobrino, professeur Sobrino, endocrinologue. Si je suis diabétologue, la qualité du soin ne dépend pas que de mes compétences médicales. La subtilité de ma prescription ne détermine pas à elle seule la qualité du contrôle de son diabète par le malade. La qualité du résultat dépend de la façon dont le malade comprend le traitement prescrit, c'est-à-dire de ses connaissances qu'il a en diabétologie. Pour pouvoir suivre convenablement les prescriptions, il faut que le malade apprenne comment fonctionne le métabolisme des sucres, comment fonctionne la glycorégulation, le pancréas, les hormones, l'insuline, le glucagon, les hormones de la contre-régulation glycémique, les catécholamines circulantes, le cortisol. Mieux il connaîtra la diabétologie, plus il sera capable d'organiser son régime alimentaire, l'effort physique, le sport, le contrôle de la glycémie au doigt, la dose d'insuline, la signification du contrôle des urines, etc. Il s'agit donc, dans une relation de service, d'une coopération très particulière où le malade se met à travailler avec le médecin dans une relation inégale, orientée vers l'entente. C'est très compliqué, avec chaque patient en particulier, que de trouver les compromis individualisés qui conviennent. De même lorsqu'il s'agit d'une classe. La qualité de la transmission des connaissances ne dépend pas que du talent du professeur. En d'autres termes, il faut que les élèves, individuellement, mais aussi collectivement, se mettent à travailler avec le professeur. Il s'agit pour les élèves d'un travail à part entière, où chacun
doit interpréter la parole et les prescriptions du professeur pour faire du mieux qu'il peut. Mais il faut de surcroît que chaque élève s'accorde avec les autres élèves pour qu'ensemble, ils parviennent à construire la coopération avec le professeur. C'est d'autant plus compliqué que dans le secondaire, l'enseignement secondaire, chaque classe doit apprendre à coopérer avec chaque professeur, différemment, car tous les professeurs sont différents les uns des autres. Avec certains professeurs, la classe ne réussit pas à construire une bonne coopération. Il en résultera que le niveau de la classe dans cette matière restera faible. Avec les autres professeurs, dans les autres disciplines, les résultats seront excellents. Mais comment parvient-on à cette coopération ? Comment la construit-on ? C'est en mobilisant une autre forme d'intelligence qui relève de la sagesse pratique. C'est la phronésis en grec, qui est analysée par Aristote, qui est traduite en latin par prudentia, qui passe par la délibération, c'est le mot délibération individuelle, et la délibération collective, mise au service de la rationalité de l'action. Elle est impliquée, cette intelligence, dans la construction du monde social du travail, de l'école, dans le savoir-vivre, l'entraide, le respect de l'autre, la convivialité, le vivre ensemble, l'entente, la concorde. La principale habileté consiste pour le professeur à apprendre à écouter les élèves de la classe. Non pas tant pour comprendre quelles sont leurs personnalités, que pour identifier les difficultés auxquelles ils se heurtent dans l'effort qu'ils fournissent, ces enfants, pour essayer de s'approprier la connaissance. C'est-à-dire que le bon professeur est celui qui sait écouter le travail vivant de ses élèves. C'est extrêmement difficile. Personne ne l'apprend au professeur. Chaque enseignant doit découvrir par lui-même comment écouter, d'une part, et comment se servir de ce qu'il a compris du travail de ses élèves et du travail ou du style de chaque classe, d'autre part, pour adapter son enseignement. Cela passe par une capacité à s'identifier à ses élèves, mais aussi à se placer en égal de ses élèves. Mais l'affaire se complique car il doit aussi pouvoir revenir à des positions d'autorité, c'est-à-dire des relations inégales avec ses élèves. Se trouve alors soulevée la question de l'autorité. Qu'est-ce que l'autorité d'un professeur ? Quels en sont les ressorts ? Comment s'acquiert-elle ? L'autorité n'est pas un don de la nature. Elle s'acquiert progressivement avec les élèves, la persévérance, l'endurance aux échecs. L'autorité procède de deux sources. Tout ça est très schématique. L'autorité conférée par le haut, c'est-à-dire par l'institution scolaire, par l'école, par la direction de l'école. Elle se concrétise par le pouvoir de sanctionner les élèves quand les professeurs le jugent juste ou nécessaire, ou au contraire, de leur octroyer diverses gratifications, distinctions, prix, etc. Mais il y a aussi l'autorité conférée par le bas, c'est-à-dire par les élèves eux-mêmes. Mais l'autorité conférée par le bas est gravement remise en cause aujourd'hui par l'utilisation, par exemple, du téléphone portable, qui, via Internet et les réseaux sociaux, forment des groupes d'influence qui contestent et déstabilisent complètement les rapports entre autorité et obéissance, entre générations, entre maîtres et élèves. Le résultat, c'est la déstructuration dans de nombreux établissements de la coopération verticale au profit de nouvelles formes de coopération horizontale entre les jeunes gens,
qui s'étendent largement en dehors du périmètre de l'établissement scolaire et entrent en concurrence d'influence avec la coopération verticale à l'intérieur de la classe. De ce fait, la coopération transverse dans son ensemble se dégrade, les résultats scolaires se dégradent, ce qui devient une source majeure de souffrance pour les enseignants, surtout dans les zones urbaines et périurbaines. Alors, la souffrance au travail et la dynamique de la reconnaissance dont vous avez parlé. Les enseignants dans l'ensemble déploient des efforts considérables pour s'adapter aux situations difficiles qui résultent de ces transformations en profondeur de l'organisation du travail dans les établissements scolaires. Beaucoup d'enseignants sont amenés à céder sur l'instruction, c'est-à-dire sur la transmission des connaissances, pour assurer le maintien des règles du vivre ensemble qui, dans la salle, accaparent l'essentiel de leurs efforts. Les fonctions d'animation, de maintien du calme, de transmission des règles de civilité l'emportent progressivement sur l'instruction proprement dite. La souffrance dans le travail est inévitable dans la mesure où elle est liée à l'expérience de l'impuissance face à la mise en échec de l'intelligence par les obstacles auxquels elle se heurte. Si donc la souffrance est normalement au rendez-vous de tout travail, pas seulement le travail enseignant. En revanche, le destin de cette souffrance n'est pas fixé à l'avance. Dans certains cas, la souffrance s'accumule et pousse alors progressivement, tendanciellement, le travailleur vers la maladie mentale. Aujourd'hui, cette accumulation de la souffrance au travail peut conduire au pire, jusqu'au suicide sur les lieux du travail. Dans d'autres cas, au contraire, la souffrance peut être transformée en plaisir. C'est le cas lorsqu'un travailleur réussit à surmonter les obstacles auxquels se heurte son intelligence. Dans d'autres cas où le succès est moins franc, par exemple parce que l'enseignant travaille dans un établissement scolaire en zone urbaine défavorisée, dans ces circonstances donc, tout dépend d'une forme de gratification fortement attendue, voire espérée, qui prend la forme d'une gratification symbolique ou morale, dont la forme est la reconnaissance. La reconnaissance est ce qui permet la transformation de la souffrance en plaisir. Dans le contexte d'aujourd'hui, il faut bien l'admettre, les efforts incroyables des enseignants pour inventer des habiletés qui leur permettent d'assumer leurs responsabilités vis-à-vis des élèves, de l'institution scolaire et de la société, ces efforts incroyables ne sont pas bien reconnus ou pas du tout reconnus par la hiérarchie et par l'État lui-même. Au lieu de la reconnaissance qu'ils attendent, les enseignants reçoivent souvent des jugements méprisants et dévalorisants, voire humiliants. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir reconnaître le mérite et la qualité des efforts et du travail des maîtres, il faut d'abord connaître. Pour reconnaître, il faut connaître. Or, depuis le tournant gestionnaire qui s'est produit au tournant du XXe et du XXIe siècle, ceux qui occupent les postes de direction ne peuvent plus connaître les métiers de l'enseignement de l'intérieur parce qu'ils sortent des écoles d'administration, de gestion ou de commerce où se transmet justement une culture du mépris et pour les fonctionnaires et pour les professeurs. D'où une perte de prestige des professions d'enseignement, c'est-à-dire une perte de reconnaissance de leur contribution à la culture et à la société, qui laisse la souffrance des enseignants sans contrepartie, avec une augmentation impressionnante de l'incidence parmi les professeurs
des arrêts pour maladie mentale, dépression ou décompensation psychopathologique. L'évolution de la situation est assez préoccupante. Elle peut même sembler accablante. Il n'y a pourtant pas de fatalité dans cette évolution. Il est possible de reprendre la main. Mais pour faire reconnaître le travail vivant des enseignants, il faut d'abord le faire connaître. Non seulement au pouvoir public, mais à la population et à la cité tout entière. Cela passe, je crois, par un effort particulier. Il faudrait ne pas s'en tenir à la dénonciation de l'injustice commise contre les enseignants. Ne pas s'en tenir à montrer la souffrance qui existe parmi eux. C'est important, mais il faut faire plus. Il faudrait rendre visible, rendre connaissable, jusque dans l'espace public, la réalité concrète du travail quotidien des enseignants. Cela passe d'abord par la capacité des représentants des enseignants à décrire le travail des professeurs avec ses différentes dimensions dans le contexte actuel de notre société. Il faudrait d'abord pouvoir montrer toutes les inventions, les trouvailles de l'intelligence des enseignants, individuellement et collectivement, dans leur effort pour faire face aux difficultés nouvelles qu'ils cherchent à surmonter et qui proviennent des transformations profondes de la société. Le travail vivant des enseignants d'aujourd'hui n'est pas le même qu'au XIXe et au XXe siècle. Mais ni la société, ni l'État n'en ont une véritable connaissance. Il faut donc le leur montrer. C'est la condition sine qua non pour que la profession d'enseignant retrouve le prestige social qu'on lui a indûment confisqué. Je vous remercie.